Je vous le disais, un petit mot d'introduction particulier ce soir. La formidable programmatrice francophone de la Maison des Littératures, Isaline Parisis, rêvait de cette rencontre autour des odeurs et des affinités électives de nos autrices depuis très longtemps et s'en faisait une joie personnelle. C'est donc vraiment de façon involontaire qu'elle n'est pas là, mais parfois le nez a ses raisons. Comme en parfumerie, on pratique parfois des assemblages. Vous assisterez donc à une rencontre où vous aurez à la fois deux autrices sur le plateau, tout à fait en bord de scène, Ryoko Sekiguchi, on va y revenir plus profondément ensuite. Au milieu, Yakuta Alikavazovic. Et donc moi, ce sera donc deux autrices, mais aussi les odorat deux modératrices. Si j'incarne par ma présence parmi vous ce soir cette fonction, Isaline Parisis est celle qui a eu le flair concernant la façon de mener cette conversation, où je me permettrai simplement de temps à autre d'ajouter une note d'agrumes. Et pour vous présenter un peu plus profondément nos deux autrices, l'histoire de l'art, la traduction, un certain penchant pour l'éphémère, l'absence voire la disparition, l'importance des rêves, des mystères, voire un certain goût pour la mystification, une inclinaison pour la nuit, une histoire personnelle de l'exil aussi, de la mémoire et de la mélancolie, et aussi une sensibilité à la porosité des mondes, aux présences autres. Ryoko, vous aviez acquiescé quant à une autre rencontre à Lille, j'avais qualifié ça d'animisme vous concernant. Voilà autant de points focaux d'attention qui vous rapprochent. Et aussi, c'est une des raisons d'être de cette rencontre, la question des odeurs, la question de sentir, la puissance d'évocation des parfums. Concernant ce motif, on imagine bien que vous avez des tas de choses à vous dire et on espère qu'on en partagera quelques-unes ce soir. Ce qui nous donne l'occasion de cette double invitation, c'est la sortie de votre nouveau texte, Ryoko, L'Appel des odeurs, qui vient de sortir aux éditions POL. POL qui vient il y a toute cette saison de fêter ses 40 ans et vous auriez dû être parmi nous à cette occasion. Les feuilles ne créeront pas de sillage odoriférant, je vous rassure. Mais malheureusement, la question avait été reportée. Si les odeurs étaient jusque-là présentes dans tout votre travail, par exemple dans Nagori, les odeurs de la Villa Médicis, celle du Yosoutro maturé, dans 961 heures à Beyrouth, l'odeur des pellicules photographiques, parce que oui, les images ont une odeur, ou encore l'odeur de l'art en lien avec l'odeur des immondices. Vous citez Paul B. Preciado et son appartement à Uranus, et il a cette phrase, l'odeur des immondices agit comme l'art, il rend perspective ce qui sans lui demeurait occulté. Mais par contre, c'est vraiment la première fois que les odeurs, qu'on a toujours tendance à dissimuler sous le goût, occupent le rôle du premier hôte à table dans votre travail, comme s'il leur avait fallu le temps de se distiller et d'enfin arriver à un maturat. Dans ce livre, tout part d'un carnet d'odeurs sur lequel d'abord une petite fille note tout ce qu'elle a senti au cours de la journée. Un journal d'un sort singulier qui témoigne d'une certaine obsession, voire d'une addiction olfactive. S'y mêlent toutes sortes d'histoires qui gardent les odeurs comme toile de fond, des contes modernes et magiques qui nous emmènent dans toutes sortes d'endroits et on y reviendra. L'odorat est donc un passeport pour voyager dans le temps et dans l'espace. Au moment de formuler cette invitation et de réfléchir à Isaline, la forme à lui donner, vous lui avez exprimé très rapidement l'envie brûlante de converser avec Yakuta Alikavazovic. Elle parle formidablement des odeurs, lui avez-vous confessé. Preuve à l'appui, et on reviendra ensuite sur son très beau Comme un ciel en nous, qui avait obtenu le prix Médicis de l'essai en 2021, où Une nuit on l'ouvre et ses racines familiales trouvent leur point de fusion et où les odeurs sont également présentes. Mais d'abord, pour commencer, un petit passage, puisque nous rentrons dans la rencontre. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Yakuta Alikavazovic tient depuis plusieurs années une colonne dans l'IB, colonne qui a fait l'objet déjà d'une publication dans la collection Feux croisés à l'Olivier, qui est un petit texte qui s'appelle Fête sans vœux, donc une collection de textes. Et cette colonne, toutes ces colonnes, tous ces papiers nous donnent tantôt à penser un peu différemment ce monde en mutation, tantôt sont autant de viatiques quand notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Et donc la rentrée. Revenons au 2 septembre 2023. À une date pareille, il est évidemment question de la rentrée scolaire. D'habitude, la rentrée scolaire était fixée pour les agriculteurs. Maintenant, c'est plutôt le tourisme. Mais s'il reste un rituel immuable, c'est
pour les parents comme pour les enfants qui craignent la fin de l'acquis, l'achat des fournitures scolaires. Je suis sûre que certains parmi vous ont peut-être à l'esprit ou au nez l'odeur du cuir, l'odeur de la colle Cléopâtre, etc. Mais Yakuta nous dirige plutôt vers l'odeur des protège-cahiers en plastique. Dans les années 80-90, les grandes surfaces étaient pleines de gosses qui s'envapaient, dites-nous, le nez dans le plastique mou. Et le plus étonnant, c'est que tout le monde les laissait faire. Nos préférés étaient translucides, comme des gélatines de théâtre qui teignaient le monde en bleu, ou en jaune, ou en rose vif, tout en dégageant une forte odeur pétrochimique qui faisait tourner la tête. Aussi sûrement que la colle, le dissolvant à l'acétone ou un bidon de white spirit, le protège-cahier aurait sa place dans une typologie des stupéfiants domestiques. On espère que la rencontre ne vous fera pas à ce point tourner la tête, qu'elle sera plutôt de l'ordre agréable des fleurs, comme on en a quelques-unes pour décorer. Et par ailleurs, à propos d'odeur, vous aurez une petite surprise, mais on y viendra en fin de rencontre pour vous les tenir en haleine, vous tenir éveillés en tout cas à ce sujet-là. La première note qu'avait envie d'explorer Isaline vous concernant toutes les deux, c'est ce que j'appellerais la note de cœur. C'est votre amitié qu'on a mentionné en début de rencontre. Dans un numéro de décapage de 2002 qui consacrait son dossier de panoplie littéraire à Yakuta Alikavasovic, on vous voit, Yakuta, dans votre bibliothèque et en arrière-plan, il y a déjà des romans, des textes de Ryoko Sugiguchi. Quel est, mesdames, le premier texte que vous avez acheté l'une de l'autre ? Oui. Bonsoir. Je pense que pour ma part, c'était la rencontre avec Yakuta en fait qui m'a donné envie de lire son livre tout de suite après. Bon, c'est comme souvent, enfin, c'était lors d'une soirée chez une amie et on commence à parler et pendant toute la soirée, on était là, mais collés, enfin, l'une contre l'autre, hein, n'est-ce pas? Et Oui. je me souviens très, très bien de tout ce qu'on a, presque tout ce qu'on s'est dit. Oui, il marche ce micro. Oui, c'était une rencontre. Alors, moi, j'ai eu du mal à croire, on en parlait tout à l'heure, que c'était il y a 20 ans. Ça fait pas loin de 20 ans. Ça pourrait être hier. Ça pourrait être hier, tant ce moment est présent. Et on s'est lu, en fait, on s'est rencontrés et on s'est lu ensuite symétriquement. On était de jeunes autrices quand on s'est connus. Et on découvrait cette désillusion singulière qui est de passer une soirée délicieuse avec quelqu'un et puis ensuite de se dire cette personne doit être une écrivaine extraordinaire et d'être très cruellement déçue. Alors je suis arrivée comme ça, je me disais, mon Dieu, j'espère que cette femme est l'écrivaine somptueuse que j'imagine. Et miraculeusement, Yoko l'était, cette écrivaine-là. Et donc j'ai pu retrouver avec... parce que vous savez, l'admiration, c'est vraiment c'est si rare et si bon, n'est-ce pas, d'admirer quelqu'un dans tout ce qu'elle fait. Cette estime comme ça, cette amitié, et puis la capacité à en rire, etc. Et alors, c'était extraordinaire parce qu'en la lisant, je pouvais l'admirer comme si elle était là à me parler. Et voilà, bon, ensuite, j'ai la chance de ne jamais avoir acheté pour moi un livre de toi, parce que j'ai la chance de les avoir reçus. Je les ai en revanche beaucoup, beaucoup offerts au fil des années. Voilà, bon, on en reparlera au fil de la conversation, mais votre question, Anne-Lise, c'était lequel avez-vous Si vous vous souvenez, évidemment, voilà. parce qu'on sait que c'est parfois au fil du temps, effectivement, au fil de ce qui se tisse et en fonction de l'inspiration du moment. Mais Non, celui que j'ai offert le plus récemment, c'est celui-là, évidemment, et j'ai beaucoup offert La Voix sombre aussi, qui est vous parliez de consolation tout à l'heure, qui est un livre qui dégage une consolation très, très singulière. Ce qu'on pourrait appeler un petit grand livre, parce que c'est le petit format de chez POL, mais effectivement, pas mal d'entre nous, en tout cas parmi les lectrices, les lecteurs autour de moi, c'est un livre auquel ils reviennent, effectivement. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé de l'amitié. Bon, bien sûr, on est amis, mais avant tout, on est 12 écrivains qui s'apprécient énormément. Et je pense que c'est vraiment rare. Et je sais pas rare, mais en tout cas, enfin, je n'ai pas. Voilà. Donc pour moi,
elle est la seule. Et non, mais elle est la seule. Ça me fait. Bon, non, mais. Nous sommes bon, je pense que dans quelques secondes, nous allons arriver à Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Oui. Non, mais ce qui était assez intéressant, c'est que tout à l'heure, donc vous avez évoqué enfin tous nos points communs, et puis je me disais ah oui, non mais c'est vrai, on se ressemble finalement, parce que pour moi, qui a commencé à écrire la poésie, donc j'étais à la fois mais passionnée par le genre romanesque. Mais j'étais incapable de décrire une ligne de ce qui pouvait ressembler à un roman que je n'ai jamais écrit et que je n'ai toujours pas écrit. Mais donc c'était effectivement à la question du personnage, hein, dont on sent que chez vous c'est un questionnement. Et donc Yakuta était là pour moi comme une sorte d'incarnation de roman. Donc à chaque fois que qu'on se voyait, mais je lui posais mais comme une petite fille, plein de questions. Mais alors, comment tu crées tous ces personnages? Alors, qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, j'ai embêté souvent comme ça. On l'a vu, pour tisser une amitié littéraire, ce qui est rare, il faut donc du respect, il faut visiblement du rire, beaucoup d'humour. Hein, je pense que vous le constaterez tout au long de la soirée ce soir. Il faut avoir effectivement des points de rencontre, peut-être des choses qui vont nourrir cette relation à double sens. Et il se fait que Yakuta a cette particularité d'être un personnage dans L'appel des odeurs de Ryoko Sekiguchi. On sait que les personnages n'ont jamais de prénom vraiment dans les livres de Ryoko, mais ce personnage est ici appelé Y. On y reviendra de façon plus profonde. Hein. Effectivement, vous l'appelez la quintessence de la romancière. Est-ce que c'était un moment un peu particulier de dire à Yakuta, Yakuta, je suis désolée ou je suis ravie, mais tu es dans mon livre. Tu n'auras pas tellement le choix. Tu me permets ? Oui, d'accord. Alors, donc dans ce livre qui est constitué une série de nouvelles ou bien de contes, de récits, j'étais tellement heureuse d'avoir frappé à la porte de la fiction. Et je me suis dit, yes! Pour une fois! Non, mais c'est vrai. Et j'étais... Mais parce que je pense que c'est l'odeur qui m'a permis de faire ça. Ben, l'odeur est un sens, je pense, avant tout communicatif et qui vraiment ouvre la porte à l'imagination et qui fait le pont avec plein de choses entre ce monde, enfin le monde réel et les rêves, ce monde et l'au-delà, entre deux personnes, entre les animés et les inanimés, parce qu'il n'y a pas de différence, on est tous des présences odorantes. Et en fait, finalement, donc, dans ces contes, donc, c'est quand même une fiction. Mais donc, il y a dans la page de remerciement, il y a pas mal de noms réels qui apparaît, et donc parmi lesquels celui Yakuta. Et je ne sais pas si... Bon, vous avez l'air intrigué par le fait qu'il y a toutes ces couvertures qui font effectivement carrière, et oui. Alors, c'est vrai, non, mais j'allais dire, avant de raconter pourquoi j'ai écrit ce récit, je vais d'abord vous raconter, c'est ce jour-là où j'ai fait mon coming out. Parce que bon, voilà, donc j'ai écrit ce récit, donc j'avais un attachement à ce récit, donc j'ai souhaité que Yakuta ne dise pas non, je t'autorise pas, mais en même temps, je n'osais pas lui dire parce que je ne savais pas trop en fait ce qu'elle allait penser, et donc j'hésitais ce moment, jusqu'à la dernière minute, donc j'ai rendu déjà le manuscrit POL, et puis on était au mois de novembre, quelque chose comme ça, alors que le livre allait sortir début février. Et puis à ce moment-là, comme par hasard, Yakuta m'écrit, alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc j'ai saisi l'occasion. Et j'ai dit, viens chez moi, viens chez moi.
Donc, elle vient chez moi, on mange, on boit. J'arrive pas à le dire, j'arrive toujours pas à le dire. Et vers 11 heures passées, je dis, Yakuta, mais tu sais, enfin, dans le livre enfin, qui va paraître, il se trouve que tu es là. Et puis, vous imaginez la réponse? La vraie réponse. Alors elle me dit ça, donc on avait passé une délicieuse soirée, et puis elle me dit, mais alors voilà, bah, écoute, je dois te dire une chose, bon, tu es dans le livre. Et moi je la regarde et je comprends pas ce qu'elle me dit. J'ai un moment de... Comme ça, je dis, ah bon, d'accord. Et puis je lui dis, bon, bah écoute, d'accord, ça me soulage beaucoup parce que du coup, en fait, je voulais te dire que tu es dans mon livre. Celui que je suis en train d'écrire. Et ça fait 20 ans qu'on se connaît et ça arrive au même moment. Absolument, au même moment. C'est presque le chapitre fantôme de ce livre. Un chapitre de correspondance comme ça. Voilà. Et donc ensuite, parce que l'heure était grave, et jusqu'à présent, nous étions assises convenablement comme deux personnes adultes, chacune de part et d'autre d'une table. Et puis, bon, là, les petites filles ont repris le dessus. Il allait être minuit. Et puis là, on s'est retrouvés assises par terre sur le tapis avec les épreuves dans tous les sens. Et elle qui me regardait en me disant « Ça va, t'es sûre que ça va ? Ça va ?» Je pense qu'à ce stade, vous aurez compris pourquoi il était important, essentiel pour nous que ces deux présences soient là ensemble sur scène ce soir. Oui, c'est la première fois qu'on fait ce coming out en public. Donc, vous êtes les premières. Quand on vous disait que c'était une soirée des premières fois, vraiment profitez-en. Voilà, dites-vous que vous y étiez. Et alors maintenant, je dois vous dire aussi, ce que je ne t'ai pas dit encore, le livre dont je vous disais, c'est le dernier en date que j'ai offert. Je l'offre spécifiquement à des gens que j'ai mis dans des livres avant, pour leur montrer, tu vois, moi aussi, ça m'arrive. Oui, c'est une expérience particulière, n'est-ce pas, d'être un personnage. Vous faites des groupes de soutien et des dîners. Alors, je baisse comme ça les paupières et je dis, ah oui, 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 la roseuse arrosée. Mais est-ce que, donc là, maintenant qu'on a fait le coming out, je peux vous raconter pourquoi Pourquoi on en est arrivé aux odeurs au premier plan? Peut-être c'est ça, pourquoi ce récit? Non, pourquoi ce récit? C'est que je pense, justement, en fait, pour Yakuta, donc pour moi, voilà, donc la quintessence de romancier, etc. Et son dernier livre est considéré comme un livre d'essai. Et d'ailleurs, c'est à ce titre-là que ce livre a eu le prix. Mais pour moi, c'était toujours un roman. Bon, bien sûr, le personnage est très proche de Yakuta, mais en même temps, en fait, pour moi, c'était toujours un personnage. Et à un moment donné, vous savez, enfin, quand on lit un roman, par exemple, parfois, je ne sais pas, une histoire d'amour qui finit mal, on a envie que ça se termine bien, enfin, on a parfois envie de réécrire, par exemple. Et puis, ce n'est pas parce que l'envie de réécrire m'a pris, mais qu'il y avait un moment où le père du personnage principal, qui ressemble à Yakuta, l'oublie au Louvre. Et donc la petite fille attend toute la journée, puis son père n'en revient pas, et puis etc. Et puis j'ai pensé, si cette fille grandissait, je pense qu'elle aurait eu le goût de se cacher. Aussi, en fait, continuer à se cacher, enfin, dans les musées,
et à disparaître ou bien à réapparaître, mais toujours dans les musées, par exemple, elle peut disparaître, je ne sais pas, au musée Picasso et réapparaître dans un autre musée, par exemple. Et vous lui donnez des attributs de super-héroïne, passe-muraille. Et je repense à l'instant à ces images qui illustrent les podcasts de Richard Guettet, où il y a effectivement cette image avec un bandeau de voleuse, mais aussi super-héroïne. Enfin voilà, les super-héroïnes à la Cat Size, pour ceux qui se souviennent de ce dessin animé. Non, mais dans le milieu de l'art, je trouvais qu'on était dans quelque chose d'assez proche. Faire un personnage là qui me va très bien. Enfin, allez-y. Non, mais c'est juste, enfin, pour finir, c'est que à la fois, donc, je vais avoir ce récit comme un talisman, dans cette, voilà, et l'inviter. Et puis aussi, je voulais de cette façon-là que deux livres, comme deux personnes, se communiquent. On crée aussi, on brise les murailles entre plusieurs livres, entre plusieurs genres. À ce stade, il est peut-être temps d'aborder la note de fond. Isaline repérait que toutes les deux, vous aviez une position un peu en marge. Ryoko, outre votre parcours d'autrice classique, vous avez toutes sortes d'initiatives qui font intervenir le goût, pas toujours dans du livre d'ailleurs, dans des dispositifs comme les dîners fantômes. Vous avez écrit un premier livre consacré aux recettes de nuages, on est dans des propositions tout à fait particulières. Vous avez créé des épices avec Rollinger, le takumi du voyageur par exemple, le curry japonais, c'est encore quelque chose de très différent. C'est presque quelque chose qui généralement en France n'est pas toujours bien considéré quand on est sur autant de tableaux très très différents, parce qu'on a, en France, peut-être probablement en Belgique aussi pour être honnête, on aime bien quand les gens restent dans une petite case et on sent que vous avez envie d'utiliser toute l'étagère en fait, que vous allez au gré de vos envies. Et Isaline avait repéré que dans l'appel des odeurs, vous avez une phrase qui parle des odeurs mais qui pourrait aussi parler de quelque chose qui traverse toute votre carrière, d'une intuition. Vous écrivez « Les associations les plus espacées sont souvent les plus intéressantes ». D'où vient cette intuition qu'on peut faire ces grands écarts finalement, qu'on peut faire des associations tout à fait libres, des associations comme on peut le faire d'ailleurs en cuisine, hein, par ailleurs. Je pense que c'est d'abord, pour reprendre ce que vous avez dit, je pense que même en France, déjà en France, c'est pas bien vu, mais moi je pense qu'on me considère comme une petite commerçante, et enfin pourquoi pas, mais en même temps, voilà, donc ça ne me dérange pas de décrire les réclames, de créer d'être épicière. Mais je pense qu'il y a d'une part, au fond, un peu la peur d'une immigrée. Je fais tout pour. Enfin, c'est pas que je fais tout pour vivre, parce que enfin, tout est. Je m'amuse sérieusement à faire que tout ça, mais je pense que il y a la peur du jour des vaches maigres et la peur du jour où les choses viennent à manquer, quelque chose de cet ordre-là. Et aussi, je pense qu'il y a une revendication de dire que c'est entre créer des épices et créer un plat et créer un livre, il n'y a pas de hiérarchie. Non, non, tout à fait. C'est de nouveau quelque chose de briser les murailles. De votre côté, Yakuta, vous êtes entré en littérature avec l'écriture de romans pour adolescents, des romans à l'école des loisirs, Holmes et moi, Irina versus Irina, leçon d'équilibrisme. Et vous auriez dit à une époque que publier en littérature générale, ça vous semblait un stade très complexe ou très particulier à atteindre. Par ailleurs, on sait que vous êtes aussi toutes les deux en orbite des textes des autres, dans les pas des autres par l'activité de traduction. Dans le cas de Ryoko, pas mal de mangas, mais aussi Titan Tizaki. Dans le cas de Yakuta, Anna Burns, Eve Babitz, Ben Lerner, Natasha Brown, Toni Morrison, et notamment le Beloved, que certains d'entre vous auront l'occasion de découvrir demain lors d'un atelier. Et Isaline mentionnait le fait qu'en votre nom, vous publiez avec une certaine lenteur, que vous embrassez, adoptez, et que vous auriez dit que vous êtes parfois un peu en marge du milieu littéraire. On se rapproche aussi là de quelque chose que Ryoko, enfin en marge, ou en tout cas ne pas être assigné à quelque chose.
Est-ce que vous avez l'impression que cette position à distance vous permet une plus grande marge de liberté, vous permet quelque chose de particulier dans votre façon d'envisager votre trajectoire, votre façon d'envisager votre métier? Mais déjà, en vérité, cette position, oui, j'ai parlé de ça, mais c'est un sentiment très subjectif, parce qu'en fait, objectivement, je suis pas tellement en marge. En revanche, moi, j'ai cette... parce que sans doute ça m'aide à travailler, en fait, de m'imaginer un peu en dehors. La réalité, c'est que je suis pas... Je le suis pas. Pourtant, je me raconte cette histoire. Alors c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi est-ce que je me raconte cette histoire? D'une part, parce que... et ça, c'est l'un de nos grands points communs souterrains, c'est la question de l'immigration qui court dans ces histoires-là, ces histoires de légitimité. J'aurais très bien pu commencer par de la littérature dite adulte. C'était plus une question de légitimité par rapport peut-être même par rapport aux figures symboliques que j'avais sous la main à l'époque, qui me ressemblaient pas, qui n'étaient pas dans lesquelles je me reconnaissais pas, et que j'avais l'impression que pour être un écrivain français, il fallait être Victor Hugo, avoir une barbe blanche, beaucoup d'immeubles et être mort. Bon, alors, il y a quelques conditions qui semblaient difficilement réalisables. Voilà, donc voilà, donc peut-être me suis-je dit quelque part, d'une façon ou d'une autre, que je n'en étais pas, enfin, ce n'était pas... Pour moi, j'ai compris qu'on fait sa place, et c'est ce que tu fais. Et quand on fait sa place, plutôt que d'en prendre une qui nous est gardée au chaud, quand on fait sa place, on a, c'est difficile, mais on a la chance de pouvoir la faire sur mesure, en fait, et de pouvoir avoir toute la place qu'il faut. Puisqu'on s'autorise déjà à s'installer dans un territoire qui n'était pas censé être pour nous, symboliquement, eh bien, quitte à y être, autant y être le mieux possible. Et donc, on se raconte les histoires qui permettent cela. Dans mon cas, cette histoire d'être en lisière ou à la marge, en vérité, je connais plein d'écrivains qui sont tout à fait au cœur brûlant de l'action et qui se racontent exactement la même histoire. Parce que si on s'imagine qu'on est au centre de quelque chose, on n'arrive plus à écrire. Parce qu'écrire, c'est toujours être à la marge de ce qu'on est en train d'écrire. C'est toujours regarder le livre, regarder les personnages, chercher la bonne distance par rapport à eux, par rapport à l'action qu'on raconte. Et c'est cette marge-là, c'est cette distance-là. Quand tu dis « Comme un ciel en nous », tu considères que c'est un roman. Moi aussi, je considère que c'est un roman, même si c'est un roman d'inspiration autobiographique, parce que pour moi, la recherche de la bonne distance qui fera une chambre d'écho possible, c'est un travail romanesque. C'est le travail de la romancière. Donc oui, alors il y a une chose qui me ravit avec Comme un ciel en nous, c'est que les gens qui l'ont lu avant de m'entendre, avant de me rencontrer, quand ils viennent m'écouter comme ça dans une soirée comme ici, ils me disent « Ah, c'est génial, parce que vous parlez exactement comme votre livre, on vous reconnaît tout de suite. » Et alors moi, je me frotte les mains, c'est extraordinaire, mais en fait, c'est un effet de l'art de la romancière, c'est-à-dire que j'ai réussi. Là, l'objectif, c'était de créer une voix qui ressemblait le plus à la mienne. C'est tout sauf naturel en écriture, d'écrire comme on parle. En fait, si on essaye de le faire sans y réfléchir, ça ne marche jamais. Et donc, j'étais très contente, parce que ça voulait dire que j'avais réussi ce que j'avais entrepris de faire pour ce livre-ci. Et donc, je me frotte les mains, mais je détrompe pas forcément les gens. Les gens, c'est drôle, il y a des rapports très différents à la fiction et au réel. Il y a des gens qui partent du principe, il faut absolument que tout soit vrai. Et puis, il y a des gens qui me disent, mais vous avez pas vraiment dormi au Louvre, si ? Vous avez tout inventé, non? Donc voilà, encore une fois, quelle est l'histoire qu'on se raconte? Et en quoi est-ce qu'elle nous aide à traverser un moment, traverser la nuit, traverser la vie? Voilà, c'est une chose qui m'intéresse. Et l'appel des odeurs, et on parlera d'odeurs, je vous assure, promis, mais tous ces fragments de vie comme ça, ce sont des contes, ce sont à la fois des aperçus. C'est très étonnant parce qu'on a l'impression de voir par l'entrebâillement d'une porte une vie entière, ce qui n'est jamais donné ailleurs que dans les livres. Donc c'est très... et la distance qui est là, c'est une distance que moi j'identifie comme une distance de romancière ou de conteuse, mais enfin
Voilà. Ça, c'est assez étonnant parce que quand tu parles de la distance, parce que j'ai relu, enfin, j'ai mis pas mal de choses, donc je ne sais pas si je vais la retrouver, mais bon, bien sûr, dans ce livre qui parle du musée, je me suis... C'est vrai qu'on voit que c'est un sens qui crée la distance. Et puis à un moment donné, donc je n'arrive pas à trouver, mais tu parles de la photo et que donc ce personnage, elle dit qu'elle n'aime pas être pris en photo et parce que donc je suis écrivain, mais être écrivain, c'est voir et je ne suis pas pour être vu. C'est choisir son sens d'être au monde, choisir sa position dans la triangulation du regard finalement. Mais après, j'ai pensé donc celle qui dit que son métier c'est de voir et ce qui est vrai et de ne pas être vu. Mais au moment même où je dis cette phrase, qu'est-ce qui cette lectrice que je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de justement de voir ce personnage, de qu'est-ce qui est l'acte de dire cette phrase? On trouve encore oui, un degré supplémentaire dans cette échelle, du regard en étant lecteur, forcément. Enfin... Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je me pose vraiment une question là. C'est vraiment la question que tu me poses. Quand on est en train de dire, dire les phrases de quelqu'un qui est en train de voir. On est dans une... Ça, voilà, c'est à ça que ressemblent nos dîners. Ce sont des séances spirites, des phénomènes de possession, comme ça. Je pense Je pense qu'on est dans une mise en abîme qui est digne de la vache qui rit. Si on revient à quelque chose, à une image qui est la vache dans l'oreille de la vache, dans l'oreille de la vache. Moi, j'avais envie de revenir sur la question de la... Pour recentrer un tout petit peu, parce que la question est intéressante, mais comme Yakuta vient de nous le dire, effectivement, on peut aussi revenir aux odeurs, à un moment donné. Prenez le temps de... Je vous prie de m'excuser, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Non, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Pas d'inquiétude, pas d'offense, rien de tout ça. Ce qui vous rassemble aussi, c'est toutes les deux de mobiliser plusieurs langues, de parler un français qui est aussi coloré, qui a aussi finalement ce qu'on pourrait appeler une odeur autre que si c'était un français uniquement teinté, né sur le sol français, pas d'autres influences. Est-ce que vous avez l'impression que ça crée Enfin, c'est peut-être ce qui crée ce que Yakuta disait à l'instant sur le fait que son texte soit aussi immédiatement reconnaissable. On est dans quelque chose de tout à fait particulier. Vous écrivez un français qui est plus passionnant que le français, un français qui a parfois l'odeur d'une autre langue. Ryoko, vous habitez en France depuis 20 ans, mais vous avez choisi de devenir autrice en français. Yakuta, c'est aussi le cas. C'est peut-être pas la langue maternelle que vous avez choisie, c'est aussi le français. Est-ce que vous continuez à avoir des pratiques dans d'autres langues que le français, mis à part la pratique de la traduction, par exemple? Vous voulez dire d'écriture? Oui. Est-ce que vous écrivez par exemple encore en japonais? Oui, je pense que j'existe encore comme écrivain japonais, enfin de la langue japonaise. Donc je publie aussi les livres en japonais, mais le rapport que j'entretiens entre ces deux langues est toujours vachement échangeante parce que
au début, j'ai commencé à écrire seulement en japonais, et ensuite, je me suis traduite, et ensuite, j'écrivais dans deux langues, donc en parallèle. C'est à ce moment-là que peut-être qu'on s'est rencontrés. Enfin, je sais pas. Rencontrés, le soir où on s'est rencontrés, quand on a parlé très vite des langues, de notre rapport aux langues, et tu as eu ce geste, tu as dit, pour moi j'écris en japonais et j'écris en français, et je t'ai dit mais comment ça marche les deux langues, et tu as fait ce geste. Et c'est un geste auquel j'ai souvent pensé, parce qu'il me donnait à voir quelque chose qui correspondait sans doute d'une certaine manière. Alors toi, tu es venue en France étudiante, c'est ça, hein, du Japon. Moi, je suis née en France, mais le français n'était pas ma langue maternelle à la maison. Et donc, ce rapport-là, un peu fantomatique, à une espèce d'origine manquante, je pense qu'il dit quelque chose de très profond sur ce qu'est une langue. Ça n'est pas spécifique aux situations de bilinguisme ou de plurilinguisme, mais c'est spécifique au rapport que la langue elle-même entretient à l'objet. Et on revient, je vous garantis qu'on revient à l'odeur, parce qu'en réalité, non, mais c'est très sérieux, parce que ce qui nous a toujours rassemblés et intéressés, c'est la question de l'absence, du fantôme, donc de l'impureté de l'absence, c'est-à-dire qu'une absence n'est jamais parfaite, sans quoi on ne se rendrait pas compte qu'il y a une absence, ce serait juste un vide et pas une absence, l'impureté de l'absence et la façon dont cette impureté se manifeste. Donc toutes les ambiguïtés d'état qu'il peut y avoir entre présence et vide, vacuité. Et le fantôme est une forme comme ça de quelque chose qui s'attarde, et l'odeur est quelque chose qui s'attarde. Et on a souvent parlé, on a eu des entretiens ensemble sur les odeurs. Moi, adolescente, il y a un créateur que j'aimais bien qui a commencé à sortir des parfums, et puis c'était des parfums urbains. Et le premier parfum, je crois, a été censé avoir l'odeur d'un pneu qui brûle. Et je me disais, quelle drôle d'idée. Ah, je dois absolument sentir ça, parce que qui a envie de sentir le pneu qui brûle ? Évidemment, mais c'était une façon de rappeler que on ne peut pas faire abstraction. Il y a des choses qui reviennent, qui s'infiltrent. Le passé revient, le passé s'infiltre. Et parler des odeurs, c'est toujours parler du passé. C'est toujours parler de la mémoire. C'est toujours parler de la façon dont le souvenir revient. L'odeur ne peut être qu'un souvenir involontaire. Donc c'est très... vous vous souvenez chez Proust, vous savez peut-être chez Proust, il y a le souvenir, il y a celui qu'on travaille, alors il faut aller le tirer du texte, il faut aller le tirer, c'est une grande discipline, c'est un sacrifice de soi. Et puis il y a cette espèce de moment miraculeux qui est le souvenir involontaire, où là, d'un seul coup, quelque chose revient entier. Le passé revient entièrement dans le présent. Et c'est quoi? C'est la célèbre Madeleine, c'est le pavé 10 juin de Venise, ou parce que son corps a buté, mais c'est une façon de dire que c'est le corps qui décide. C'est le corps qui va se souvenir. Et le corps, on peut fermer les yeux devant quelque chose, on ne peut jamais, on se bouche le nez, il est déjà trop tard. Voilà. Donc, je pense que c'est ça l'un des... Et la continuité, évidemment, de ton œuvre qui croît comme ça, qui se ramifie, mais qui poursuit cette exploration de l'impureté de la perte. Et d'ailleurs, dans ton livre, en fait, sur la fille, c'est écrit que qu'on s'intéresse toutes les deux à l'odeur, ce qui est vrai, mais que il n'y a pas pour autant dans ce livre en fait de la description concrète de l'odeur. Mais ce que je trouvais assez intéressant, c'est que le passage où, par exemple, l'odeur apparaît, c'est enfin, il y a 2, 3, et il y a la maison de campagne de papa, dont la fille se souvient, mais tout de suite pour dire que
bah, il y a tant de choses que je ne sais pas de son passé. Donc c'est pas pour se souvenir, pour dire que moi je connais bien son passé. Et l'odeur apparaît comme ça, comme pour justement accentuer l'absence. Oui, parce que dans cette scène-là, justement, c'est l'odeur, elle revient, il y a un souvenir olfactif, mais qui vient souligner l'espèce d'évanescence de tout le reste. L'odeur est à la fois la preuve que ce qui a eu lieu, et l'indice que tout le reste est perdu. Il y a ça qui est resté comme une bribe, comme ça, et c'est des choses, je suis certaine que vous-même, quand vous pensez à votre enfance, vous avez des souvenirs d'enfance qui sont des sensations, et où c'est très difficile de reconstituer tout un contexte temporel voilà, ou même psychologique autour de ça. C'est des sensations, des déflagrations comme ça de la sensibilité enfantine qui font des espèces de drôles de compression. Et la mémoire est une grande romancière aussi, puisque elle cherche toujours à remplir les blancs, la mémoire. Donc elle va vous proposer des liens de cause à effet, ou alors elle va juxtaposer des moments qui se sont en fait produits à plusieurs mois d'intervalle. Ça fonctionne comme ça, surtout sur les premiers souvenirs, ceux de la petite enfance. Et donc l'odeur, c'est l'une des rares preuves qu'on n'a pas rêvé son enfance. Quelque chose revient, et là, d'un seul coup, vous vous dites, mais oui, là, je sais, vous sentez tout en vous, c'est que, oui, un jour, maman a été là, vous a pris dans ses bras, parce que vous avez senti le parfum. Ou que grand-mère avait fait ce gâteau, et puis qu'ensuite, et c'est tragique, ça peut être tragique, parce qu'il y a des gens, et ça c'est encore une histoire de l'immigration, beaucoup, une histoire de l'exil, quand on perd les saveurs et les odeurs, et qu'ensuite on passe son temps dans des cuisines à essayer de retrouver la saveur de l'enfance, et qu'on échoue parce qu'on n'est pas aux mêmes latitudes, c'est pas les mêmes produits, c'est pas le même four, c'est pas et on cherche comme ça la saveur de ce qui a été perdu pour que ce ne soit plus perdu. Ça peut être le pays d'origine, et ça peut être plus profondément l'enfance pour chacun d'entre nous. Et à côté, c'est vrai qu'à côté de cette recherche, souvent on dit que bon, dans le travail de traduction, on perd toujours enfin, il y a toujours la perte, mais à côté, cette perte-là de la traduction, c'est la rigolade, non? Non, mais vraiment, parce que ça c'est une question technique, alors que... C'est l'idée d'être effectivement troué sans pouvoir jamais combler. Mais à contrario, je pense à un phénomène un peu inverse, où le cerveau nous joue des tours aussi par rapport aux odeurs. Je pensais à la phantosmie, où en fait le cerveau va recréer des odeurs de quelque chose qui n'existe pas du tout. Et clairement pas toujours les odeurs qu'on voudrait sentir, en fait. Parfois des odeurs traumatiques, parfois des odeurs désagréables. Par exemple, quand on a l'impression de sentir des incendies, c'est quelque chose... moi j'ai déjà l'impression d'avoir, je ne sais pas si c'est votre cas ou si c'est le cas des gens dans le public, mais l'impression de sentir le feu ou le gaz. Mais vous m'autorisez à vous raconter une anecdote. C'était il y a très longtemps, j'avais un amoureux. Et puis, il y avait eu des vacances, on était partis chacun de son côté. Et puis, c'était quelqu'un, je ne savais jamais, quand je le revoyais, je ne savais jamais si on allait ou si moi, j'allais l'aimer de nouveau. Il y avait pas c'était une histoire sans vraiment de continuité. Et puis, après ces vacances, et puis je le vois, et puis j'étais hyper heureuse de le voir. Et son odeur avait changé. Il sentait le feu de bois. Il sentait enfin une odeur très accueillante. C'était enfin quelqu'un avec qui l'imaginaire domestique devenait possible d'un seul coup. C'était l'hiver et tout. Et il sentait. Et puis alors, j'ai le malheur de dire, oh là là, mais tu sens super bon. Tu sens le feu de bois. Et là, vraiment physiquement, il s'éloigne de moi. Et il me dit, oui, je ne voulais pas te le dire, j'ai passé des vacances épouvantables, il y a eu un incendie dans mon immeuble, et j'ai passé 1h30 suspendue à la barrière de ma fenêtre, à l'extérieur, en attendant les pompiers. Et en fait, ce qui pour moi était une promesse de confort
était pour lui peut-être l'un des pires souvenirs de son existence. Et cette odeur qui était délicieuse, objectivement, c'est-à-dire subjectivement, pour lui, c'était une catastrophe. Et sans surprise, il ne s'est pas passé grand-chose de plus avec, avec ce jeune homme. Mais voilà, donc des valeurs différentes aussi. Oui, tout à fait. Mais je pense que sur ces odeurs fantomatiques qui sont souvent des mauvaises odeurs, enfin les odeurs qu'on ne veut pas sentir, c'est un peu normal parce que c'est un peu comme le flashback, mais flashback olfactif en fait. Donc mais en même temps, ça peut être aussi parfois en fait, les odeurs peuvent être peut nous apporter beaucoup de messages et puis parfois peuvent nous faire comprendre des choses qu'on n'avait pas compris autrement, non? Des sortes de petites alertes. En fait, ça me fait, pardon, hein, on passe, et là encore, ça ressemble à nos dîners. Ça me fait penser, vous savez qu'il y a des chiens qui sont entraînés à dépister certaines maladies par l'odeur. Nous, on ne les détecte pas parce qu'on n'a pas cette finesse-là. Mais c'est une profondeur. Et alors, je pense, oui, que les émotions ont des odeurs, qu'on les identifie immédiatement. La peur a une odeur très particulière. Et ça, on la connaît sur soi. On a rarement l'occasion de la sentir, heureusement d'ailleurs, mais sur autrui. La peur a une odeur particulière, d'autres émotions sans doute. Même quand on ne le sent pas, enfin, quand on ne le reconnaît pas, absolument. On le sent. Et l'autre question en fait, que ça entraîne, notamment pour la romancière que je suis, parce que écrire de la fiction, c'est proposer des expériences sensorielles à des lecteurs. Ça passe par le texte, mais ça n'est jamais que le texte. C'est-à-dire que pour vous, ça convoque tout un imaginaire de l'espace, de la relation, du visage, du corps. Et moi, je ne saurais jamais ce que vous voyez. Moi, j'ai écrit quelque chose que je voyais très précisément, je suis très visuelle, et je ne verrai jamais ce que vous avez reçu. C'est-à-dire que c'est encodé d'une certaine façon, et puis c'est recodé chez vous d'une autre façon. C'est pour ça que le cinéma me fascine, parce qu'en apparence, le cinéma, vous proposez une image, elle sera la même pour chacun. C'est sans compter les valeurs qu'on y apporte, un peu comme l'odeur du bois brûlé. Pour certains, ça va être une expérience positive, pour d'autres, beaucoup moins. Toujours est-il que dans ces expériences sensorielles qu'on propose, il y a le mot, et puis il y a tout ce que le mot crée. Il y a des mots qui sentent mauvais, par exemple. Absolument. Mais non, Absolument. mais c'est vrai. Et les enfants le savent bien. Les enfants le savent très bien. Moi, j'ai un petit garçon qui est en train de se rendre compte qu'il y a des registres de langue différents. Et donc, il découvre les gros mots, quoi. Et alors, il est persuadé. Il dit le mot qui commence par M. Et il est persuadé que c'est un mot qui sent mauvais. Il dit « Ah, maman, t'as entendu ?» Elle a dit « Ah, ça sent mauvais !» Et donc, il y a une espèce de... Mais c'est pareil, la littérature, c'est pareil. C'est plus sophistiqué, ça fait des choses beaucoup plus sophistiquées, mais c'est foncièrement, je suis persuadée que ça va aussi générer un imaginaire particulier de tous les sens, notamment de l'odorat. Et donc, ça m'amène au degré vraiment... il est minuit 30 là dans le déroulé de la soirée. C'est que donc quand mon fils est né, je me suis dit, sachant que moi j'avais des souvenirs olfactifs très forts, je me suis dit je vais lui construire des souvenirs olfactif. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à choisir mon parfum, et puis quelle savonnette on allait avoir à la maison. Je me suis dit, et en fait tout ça est en vain, tout ça est absolument en vain, parce qu'on ne se sent pas, on ne sent pas sa propre maison. On la sent quand on rentre chez soi après un long moment, mais sinon on ne la sent pas. Donc tout ça est en vain, parce que les odeurs qui comptent le plus, c'est celles qu'on va sentir le moins, c'est celles qu'on peut le moins préméditer. C'est la défaite de la romancière. Bon, c'est le triomphe de la vie, mais c'est la défaite de la romancière.
Oui, mais en fait, je n'ai pas du tout de. Je dois avouer que. Enfin, je vais vous décevoir, mais je n'ai pas du tout de souvenirs. Enfin, je n'ai pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs olfactifs. Et d'ailleurs, j'avais toujours le nez bouché quand j'étais petit. D'ailleurs, voilà. Donc, j'étais, voilà, à l'opposé de quelqu'un de super nez. Enfin, souvent, on me dit alors, avec votre sensibilité. Et puis, pas du tout. Et, et j'avais l'impression justement que puisque je sens peut-être moins que les autres et puisque je suis moins capable de reconnaître, comme reconnaître le visage, voilà. Et souvent, par exemple, je vois, je sais pas, une fois, j'ai fait une dégustation avec, j'étais là et puis il y avait à côté la photographe qui est en train de prendre les photos de plats et puis je goûte, c'est super intéressant, je vois une sorte d'odeur très onctueuse, un peu verdâtre, et, qui remonte comme ça, en tourbillonnant, mais tout lentement, et puis avec cette texture toujours un peu collante, mais agréable. Et je me dis, mais waouh, c'est super. Et puis, et à côté, donc la photographe qui goûtait la même chose, qui disait, ah oui, cette tomate avec la moutarde, c'est super. Super. On en revenait à quelque Mais chose. c'était vrai. Mais en fait, je pense que en fait, finalement, tout ça pour revenir au livre, que c'est un peu comme, je dis pas que je ne sens pas, mais tous les manques, toutes ces absences, tout ce qui est tronqué, je transfère dans les mots. C'est pour ça que je pense que dans ce livre, enfin dans les autres livres aussi, ce sont les mots qui sentent, mais peut-être pas dans la réalité, mais pour moi, les mots sentent, c'est vrai. Et Oui. je pense que les mots sentent vraiment pour tout le monde. On le voit, on n'est pas égaux devant les odeurs et même devant notre conception des odeurs. Dans votre livre, vous mobilisez une étude de 2011 où on aurait interrogé des jeunes de 16 à 22 ans pour leur demander s'ils choisiraient de renoncer à un appareil électronique, un téléphone portable, un ordinateur, enfin voilà, une tablette, ou perdre l'odorat. Plus de la moitié des sondés ont répondu qu'ils préféraient perdre l'odorat que quelque chose d'électronique, qui est une sorte d'appendice de nos jours. Mais vous écrivez que si on vous demande de choisir entre la perte de l'odorat et la perte d'une jambe, vous préfériez perdre la jambe, en fait. Parce que c'est pas un rapport. Non, mais ça, c'est oui, parce que, enfin, peut-être pas deux jambes, mais une jambe, ça va. Ben, on parlait de la prothèse l'autre jour tout à l'heure, et donc ça va me donner un corps. Cela dit, voilà. ça nous... Une écrivaine asiatique, femme, handicapée, enfin voilà. Je sais pas, mais ça va faire beaucoup de choses. Je vais encore des choses à pouvoir raconter, et puis sans perdre l'odorat. Et qui plus est, sur la question de la perte, là on en revient à ce qu'on disait sur la fantosmie, c'est que les gens qui perdent des membres ont parfois cette sensation que le membre est toujours là. On a aussi cette présence en creux, enfin absente, présente, aussi ces sortes de compensations cérébrales. Mais il y a absence et absence, parce que souvent, donc on me dit, on me posait la question de savoir pourquoi je suis intéressée à des choses comme ça, éphémères, évanescentes, invisibles. Mais les odeurs sont peut-être invisibles, mais c'est parce que c'est simplement nous sommes incapables de voir les particules, mais que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Une présence invisible n'est pas moins présente que les présences visibles à nos yeux. Vous dites par exemple pour la Villa Médicis dans Nagorique, les animaux, effectivement on ne les voit pas mais qu'on les sent, qu'il y a une sorte d'autre façon de communiquer finalement par ce biais-là, le muscle notamment, la question des phéromones aussi, effectivement c'est des choses auxquelles on n'est peut-être pas assez attentif.
si ce n'est que quelque chose qui nous a touchés tous, quelques années qui ont touché cette façon d'appréhender le monde, a quand même donné lieu à des pertes d'odorat qui ont pas mal questionné, et c'est presque devenu un marronnier dans la presse de s'intéresser à des chefs qui étaient touchés d'anosmie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi beaucoup constaté? Et dans ces cas-là, est-ce que vous pensez qu'il y a... Parce que les chefs ne compensent peut-être pas comme vous avec les mots. Est-ce qu'on compense autrement? Ah non, mais je pense que c'était très très pervers parce que c'était comme si aller chercher le drame. Bien C'est sûr, le récit tragique, hein, oui, bien sûr. Mais... Ouais, oui, non, mais bien sûr, les chefs perdaient. Enfin, nous, enfin, certains, enfin, mais souvent, bien sûr, ils ne disaient pas. Donc, on ne savait pas. Et puis, ils disaient seulement quand une fois qu'ils ont retrouvé leur odorat. Et c'est aussi pour ça que c'est un sens qui crée les secrets. Quand on ne voit pas, bien sûr, les autres voient que qu'on ne voit pas. Quand on n'entend pas, enfin, on entend, on voit qu'on n'entend pas, mais quand on ne sent pas, on peut tout à fait cacher qu'on ne sent pas. Et c'est ça le drame, parce qu'on n'arrive pas à le dire. Parce que c'est une conversation qu'on amène peu sur la table, si ce n'est dans des cas extrêmes, effectivement, le cas du fils de Yakuta qui constate quelque chose, et parce que les enfants ont peut-être moins de filtres. Mais je pense que c'est pas seulement le chef, donc on se trompe. Je pense que ça peut être grave pour les romanciers. Parce que je pense que si on perd la vue, on perd l'autonomie, et que si on perd on perd le lien social. Si on perd l'odorat, je pense qu'on perd le sens de l'imagination. Et j'ai une amie écrivain dont je ne citerai pas le nom, et qui a perdu l'odorat et qui m'a dit c'est quelque chose d'inconsolable. Et d'ailleurs, depuis, je n'arrive plus à écrire. Oui, non, tout à fait. On se rend tout à fait compte. Là aussi, c'est une question d'être amputé de quelque chose de vraiment profond qu'on n'imagine pas aussi important. J'ai l'impression que quelque chose je parlais de l'inégalité face aux odorats, mais aussi l'inégalité sociale que créent les odorats. Parmi les livres qui ont été écrits sur le sujet de l'odeur, il y a un livre de Alain Corbin, le miasme et la jonquille, qui revient sur, c'est un historien des sensibilités, qui revient sur l'odorat dans les 18e et 19e siècles, où clairement on masque les odeurs, son ascension sociale, c'est aussi quelque chose qu'on doit montrer par tous les moyens, alors qu'on n'est peut-être pas beaucoup plus hygiénique fondamentalement, ou en tout cas, voilà, on va masquer avec beaucoup de poudre, etc. Mais j'ai l'impression qu'on a encore aujourd'hui des représentations de ce genre. J'ai repensé à deux moments. Dans Parasite, le film de Bong Joon-ho, Monsieur Kim est à un moment donné dissimulé sous une table et renifle son t-shirt parce que son patron vient dire que leur maison très très chic sent comme leur chauffeur, et on voit toute la différence. Voilà. Et au début de Joker de Todd Phillips, la radio annonce une grève des éboueurs à Gotham. Évidemment, ceux qui sont les plus agacés de ce genre de choses, ce sont les riches, confiés dans une sorte de monde aseptisé. Ça m'amenait à vous demander quelle odeur a la condescendance, au juste? C'est une bonne remarque, et je me faisais la réflexion, vous savez, maintenant, quand on va au cinéma, sur certains films, on peut opter pour l'expérience 4K, où le fauteuil bouge et tout. Mais la vérité, c'est que si on était fidèle au sens et qu'on ajoutait l'odeur au film, on serait plus en mesure d'aller au cinéma. Ce qu'on héroïse et ce qu'on esthétise deviendrait ce que c'est en réalité, à savoir insupportable. On ne pourrait pas aller voir des films de guerre, on ne pourrait pas aller voir... parce que l'odeur rendrait ça insupportable. Si on avait la représentation olfactive fidèle d'un champ de bataille, au moment, ou 2 jours, ou 3 jours, ou 30 jours après, ça ne serait pas supportable. Donc en fait,
c'est une négociation avec, avec notre imaginaire constamment. Et l'odorat et l'ouïe sont les sens les plus... c'est ceux qui mentent le moins, c'est ceux auxquels on arrive le moins à faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est ceux qu'on ne trompe pas, parce que c'est facile d'esthétiser la violence, c'est pas facile d'esthétiser le charnier, une fois qu'on l'a dans le nez. Voilà, donc je ne sais pas quelle odeur a la condescendance. C'est une bonne question. Elle doit peut-être avoir l'odeur. Je pense que la condescendance a l'odeur du pop-corn que j'ai voulu acheter un jour au cinéma, justement. Mais maintenant, vous savez, c'est plus des machines à pop-corn où ça fait pop, pop, pop. C'est des espèces ils sont prêts, les pots de pop-corn, ils sont prêts dans une armoire. Et du coup, je dis au type qui sert, je dis, mais il date de quand ce pop-corn? Enfin, il est... Et alors, et il m'a regardé, mais vraiment, comme ça, là, il m'a dit, mais je sais pas, moi, je sais pas. Vous croyez qu'on le fait, nous, le pop-corn? Et du coup, je dis, ah bon, bah du coup, je vais pas prendre de pop-corn. Et voilà, donc le pop-corn, le vieux pop-corn un peu froid, là, un peu... c'est l'odeur de la condescendance. C'est celle-là. Ce soir, c'est celle-là. Demandez-moi demain, ce sera autre chose. Ryoko, vous avez une idée de ce que ça pourrait être à vos yeux, l'odeur de la condescendance? Alors, je ne sais pas, mais je vais répondre à cette question en fait par ce que vous avez dit tout à l'heure sur le livre d'Alain Goldman, mais parce que souvent, c'est vrai que ça c'est une part où je n'ai pas, disons, suffisamment développé dans le livre, parce que, bon, bien sûr que je parle de l'odeur de la guerre, parce que là, je voulais vraiment parler de l'odeur de la guerre, mais je ne parle pas de l'odeur de racisme et de ségrégation, et aussi, parce que à tout temps, partout, les étrangers sont des mauvaises. Et les étrangers, enfin on croit bien sûr, mais on dit les étrangers sont mauvais. On pense à l'infâme Le bruit et l'odeur, qui en France, enfin voilà, est resté vraiment dans les mémoires. Et d'ailleurs, souvent aussi, on dit, ah oui, alors on disait qu'en XVIIe siècle, en fait, ça puait, en fait, pour dire que depuis, on a progressé, mais enfin... on ne sait pas, et souvent donc l'autre sont mauvais, et ça je n'ai pas mis cet élément-là dans le livre, aussi parce que comme il n'y avait pas beaucoup de livres en fait sur l'odeur, et que souvent en fait quand on parle des romans qui parlent de l'odeur dans la littérature, enfin presque tout le monde disait ah oui, le parfum Zadkine. Je déteste ce livre, je suis désolée, mais vraiment je déteste ce livre. Il est misogyne, il est enfin l'odeur mérite plus que ça, mais l'univers de l'odeur est vraiment réduit, et aussi d'ailleurs ils sont pas très très bons ce livre, donc je voulais en fait plutôt montrer voilà tous les rôles que l'odeur peut jouer. Et c'est vrai que si dans vos deux cas, les odeurs, ce sens olfactif peut vraiment être un moteur de littérature, on reviendra sur un petit exemple, notamment chez Yakuta après, mais effectivement, ça n'est pas souvent mobilisé comme quelque chose en soi, comme une vraie fonction en soi. Tout le monde pense au parfum parce qu'effectivement, dès le titre, on sait de quoi il s'agit. On y repensait tout à l'heure, chez Joris Karl Huysmans, il y a aussi des scènes, mais c'est aussi plutôt... les odeurs, jusque-là, sont souvent mobilisées pour soit les odeurs d'été, la nostalgie, la mélancolie, des choses de ce genre-là, soit l'imaginaire qui était cher à Dominique Khalifa, c'est-à-dire les bas-fonds, en fait. Vraiment quelque chose de putride, l'époque victorienne et les quartiers sordides, et de nouveau, entre les deux, ce qui pourrait être dans la nuance... il faut des gens qui ont peut-être ce qu'on appellerait aujourd'hui de la synesthésie, pour peut-être
aborder cette question-là des choses. Est-ce que vous vous sentez synesthètes tous les deux? C'est-à-dire, est-ce que plusieurs de vos sens sont combinés dans votre appréhension du monde? Et sinon, est-ce qu'il y a une forme de synesthésie qui vous intéresserait? Je n'ai pas ce sens-là, mais je pense qu'on peut l'avoir disons, assez rapidement, assez facilement. Et en fait, encore une fois, c'est la langue, c'est les mots qui nous rend possible. En fait, il n'y a que les mots qui peuvent relier les sens. Et on peut justement facilement dire l'odeur. C'est pas l'odeur de la colère, l'odeur fluo, l'odeur dansante, l'odeur. Personne n'interdit de mettre un qualificatif voilà, en croisant les sens. Et c'est seulement sur les pages que c'est possible. Et pour tout le monde, assez facilement. Oui, je suis d'accord avec Hugo. Moi, je pense pas l'être. Enfin, ou alors sur des trucs un peu particuliers. Non, mais il y a des mots qui sont d'une certaine couleur plus que d'autres, par exemple. Je sais pas, j'ai pas d'exemple à vous donner. J'ai pas d'exemple là, mais je vais vous en trouver un. Bon, par exemple, pour moi, le mot sauge, étonnamment, il est rose pâle. Il est rose. Voilà, mais c'est des couleurs qui se ressemblent en fait. Cette espèce de rose qui tire vers le gris, et ce vert qui tire vers le gris, ils se rejoignent. Donc c'est pas. Je sais plus pourquoi je vous parle de ça, parce que j'étais sur l'idée de la synesthésie et de en fait, ça mobiliser, m'intéressait quand j'étais plus jeune. Je me disais ah mais c'est génial. Nabokov, il parle de ça dans Autre rivage, qui est son récit autobiographique. Et lui, il était synesthète, réellement. Il voyait, le A était d'une certaine couleur. Enfin, c'était rimbaldien, quoi. C'était le A était comme ceci, et puis le B était comme cela. Sa mère, je crois, l'était aussi. Donc, il jouait beaucoup avec ça. Ils avaient toute une espèce d'alphabet en 3 dimensions, du coup, pour parler. Et ça me fascinait, mais j'ai pas poussé davantage. Forcément, enfin, tout à l'heure j'ai donné enfin, les exemples comme ça un peu simplistes des associations, mais tout à l'heure tu as dit que bon, donc dans les livres, donc tu donnes des expériences sensorielles, mais que ce n'est pas pour autant qu'il y a des phrases en fait qui parlent des sens. Il y a assez peu, mais en même temps, on voit les statues, on voit l'espace, on voit le personnage. Oui, parce que dans un livre, forcément, il y a énormément. Tout doit passer par les mots. On n'a pas. Ce serait bien hein, d'avoir autre chose, mais c'est rarement le cas dans les livres. Parfois, au mieux, une illustration ou deux. En revanche, ce qui tient le rôle, les livres sont synesthètes, comme tu disais, parce que ce qui tient le rôle de l'odeur, c'est autre chose. Ça peut être un rythme, par exemple. Un rythme qui va vous attraper comme ça, lancinant et poétique, qui peut avoir exactement le même rôle que l'encens dans une église. Vous mettre dans un état méditatif, contemplatif. Ça, c'est des choses qui sont possibles avec le rythme. C'est des choses qui sont possibles avec la gestion de la. J'aime pas ce mot gestion, on l'utilise n'importe comment. Mais enfin, sur la lenteur. La lenteur en littérature, elle a vraisemblablement une odeur. Parce que la figure du père dans le livre, il n'y a pas forcément de description visuelle de père, mais on commence à voir par les phrases, en fait, même les phrases de la fille qui pense à son père, et à travers ces phrases qui n'y a rien de visuel, mais on commence à le voir. Mais oui, ça c'est le grand pari de la littérature, c'est un pari d'apparition. Et effectivement, dans Comme un ciel en nous,
je ne vais pas m'amuser à décrire le père, qui est mon père, mais qui est aussi votre père, qui est un père avant tout. Et donc, certains éléments valent pour l'ensemble. Donc, on parle de son manteau. Il a un très beau manteau, il pense que c'est important d'avoir un beau manteau et d'avoir des belles chaussures, et parce que c'est très grave de faire pauvre, surtout quand on est étranger, et que il y a 3 façons de faire pauvre, c'est d'avoir un vilain manteau, des vilaines chaussures et un mauvais français. Voilà, donc là, le personnage commence à apparaître. Et Voilà. justement, dans cette page où on parle de son manteau, il y a une certaine répétition justement qui crée un rythme et en fait, c'est ce rythme-là qui est finalement très abstraite parce que qu'il n'y a rien de négatif, mais qui commence à constituer son corps, constituer son ombre, enfin son ombre qui bouge. Oui, c'est un passage qui est en fait incantatoire. C'est un passage où l'évocation du père revient au travers de certains mots et d'un certain rythme de mots, et qui a pour vocation, ce que toute littérature a vocation de faire apparaître quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus là, qui n'est pas là. Et tu as raison, c'est-à-dire que c'est répétitif parce que c'est incantatoire. Il y a des formules magiques pour faire apparaître le père. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle phrase, on commence à voir un peu plus. Et il y a comme une sorte de nouvelle couche qui a... J'aime bien l'idée de formule magique pour faire apparaître, parce que dans l'appel des odeurs, Ryoko, vous nous dites que contrairement au sens visuel, l'odorat, c'est quelque chose qui manifeste des visites, en tout cas, on est visité par l'odorat. Et j'ai l'impression que c'est malgré tout aussi le cas, pour en revenir à ces thématiques d'exil, entre autres, qui sont dans Comme un ciel en nous. Les moments où vous mobilisez vraiment l'odeur et le mot odeur, c'est à la fois pour vous interroger si sur la Vénus de Milo, elle n'est pas nostalgique de l'odeur de la terre où elle a été construite, où elle a été extraite. Et c'est à la fois pour nous parler de ces exilés qui essayaient de trouver un sens à un moment donné dans la grande bibliothèque de Moscou, une bibliothèque où votre mère a mis du temps à rentrer parce qu'il fallait là aussi créer du rituel. Mais où par ailleurs les hommes étaient nostalgiques, on en revient de nouveau enfin, le sens de l'appartenance perdue était nostalgique du fumoir, là aussi l'odeur Oui, alors qu'on sait que les fumoirs c'est pas les endroits les plus agréables du monde en général, mais il y a une forme de lieu de rassemblement, une salle qui n'existe plus et que les gens croient halluciner à l'odeur, parce que en plus l'odeur de la nicotine elle s'infiltre, hein. Vous le savez si vous avez pris des trains qui étaient dans des anciens wagons fumeurs, même si ça fait des années qu'on n'a plus le droit de fumer dans le train, on sent ce truc. Et moi, je me suis rendu compte comme ça, mais comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi enroulé dans un rideau plein de nicotine. Je me cachais, j'écoutais, j'adorais espionner les adultes, et je me cachais, et puis ils fumaient clope sur clope. Et puis lentement, ça imprégnait le rideau. Vous voyez, là, il n'y a pas de... Je ne suis pas Sherlock Holmes, donc Sherlock Holmes, il distinguait les différentes cendres de cigares, hein, vous savez, dans les rues de Londres. Bon, je ne vais pas vous faire la typologie de ce que sentaient les Cravenna par rapport au Marlboro en 1986. Mais je suis persuadée qu'il y a ce pouvoir d'évocation, et que, pour en revenir au parfum qui sentait le pneu brûlé, il y a quelque chose comme ça d'expérimental à aller chercher dans des odeurs désagréables une association qui pourrait, elle, être agréable. Je vous expliquais, et vous n'avez pas eu l'occasion de le consulter, vient de paraître dans le New York Times un portrait d'une parfumeuse qui s'appelle Hilde Soliani, qui est une parfumeuse qui est originaire de Parme, et elle-même crée également toutes sortes de senteurs qui sont probablement aussi désagréables ou aussi clivantes, je dirais, que cette odeur de pneus brûlés. Elle crée notamment des parfums d'huîtres qui peuvent, mais aussi des parfums de lieux qui sont chargés de toutes sortes de choses, des parfums d'opéra. Toutes les deux, on sent que vous vous intéressez évidemment aux odeurs des musées, hein. L'histoire de l'art, c'est quelque chose qui vous rassemble.
Est-ce qu'il y a un musée dont vous êtes particulièrement nostalgique de l'odeur et pourquoi? Ou un musée ou un lieu qui serait chargé de toutes sortes de choses? Je ne veux pas dire qu'avant c'était bien, que tous les musées sentaient, mais c'est vrai, tous les musées sentaient parce que bon, voilà, donc c'était mal, enfin, mal, à cause enfin, c'était moins aseptisé mais je me souviens très bien de la visite que j'ai faite donc, dans le cadre de visites scolaires, donc un musée ethnographique. Et là, donc, il y a par exemple un bateau enfin, qui est là, comme ça, euh, son vitrine. Il y a beaucoup de choses qui étaient son vitrine. Et, et là, c'était le choc olfactif parce que j'ai jamais senti autant dans un musée. Et donc, il y avait en fait une multitude de, de matières, parce que qu'il y avait le bois, le cuir, les éléments végétaux, enfin plusieurs choses, la résine. Et c'était presque violent. Mais en même temps, je pense que ça m'a marqué parce que ce sont ces objets-là qui ont voyagé et qui m'ont appris que chaque culture a une odeur, chaque civilisation a une odeur et chaque voyage a une odeur. Ces odeurs-là, elles sont déjà des narrations en soi parce qu'elles sont attachées à ces objets précis. C'est déjà des bouts d'histoire, en fait. Ah, je pense, je pense. Mais aussi, ce qui crée l'odeur du lieu dans l'ensemble. Sans compter toutes les odeurs pour conserver, hein. Vous mobilisez aussi les questions des odeurs de térébenthine quand on fait de la peinture, toutes les odeurs de vernis. Il y avait beaucoup de peintres dans l'entourage familial quand j'étais enfant. Et ça, je me souviens très distinctement. Et je me souviens vraiment, je me shootais, quoi. Enfin, mais en toute innocence. On en revient à ces enfants qui se Ah oui, non, mais shootent aux vraiment, couvertures mais de plastique. Oui, oui, j'ai été cet enfant. Dès que je m'ennuyais quelque part, j'allais dans la salle de bain, et puis il y avait au moins, à minima, un flacon de dissolvant là, pour les vernis à ongles, à l'acétone. On ne faisait pas sans acétone. Et puis je faisais... Enfin, c'était très naturel, personne ne me l'avait appris. Donc j'ai passé une partie de mon enfance comme ça. Voilà. Et quant au musée, je reviens à une question plus civilisée, la vôtre. Quant au musée dont j'ai gardé dont les odeurs m'ont marqué, c'est des odeurs du passé, mais que je peux retrouver par un peu comme ça au nez de temps en temps. Et c'était pas mes musées préférés du tout, mais c'était mes odeurs préférées. C'était, je pense à la maison de Victor Hugo, je pense au musée de la vie romantique. C'est des musées qui sentent la maison entretenue, qui sentent la cire pour le bois. Et ça, je trouvais ça génial parce que c'était à la maison mais en mieux, c'était à la maison mais différent. Et quand j'y pense maintenant, ça c'était mon impression sur le moment, et quand j'y pense maintenant, je suis attachée à ces odeurs parce que c'est les odeurs de ce qu'on ne voit pas, c'est les odeurs du soin, c'est l'odeur de tout ce qu'il faut pour que ces lieux qui sont en apparence figés dans le temps continuent à exister. Parce qu'en réalité, pour donner cette apparence comme ça d'intemporalité, il faut énormément de travail et d'énergie pour contrer l'entropie, pour contrer le... Et donc je pense à tous ces gens qu'on ne voit pas, qui sont là pour astiquer les belles rambardes, pour s'occuper des parquets, pour épousseter tout. Et c'est ça, c'est ces gestes dont on croit à tort que ce ne sont pas des gestes artistiques, alors qu'en réalité, c'est l'essence même du geste artistique, ce soin apporté à la matière, et cette envie de contrer malgré tout le temps. Et c'est pour ça qu'on parle de choses éphémères, qu'on aime c'est parce qu'on essaye de toutes nos forces de s'opposer à la loi de toute chose, qui est qu'elle disparaît.
On essaye à notre façon. Alors nous, on écrit, puis ça suspend des instants comme ça. Il y a d'autres gens, ils cirent des rambardes. Et Et voilà. c'est très beau de déplacer cette notion du soin qu'on associe effectivement souvent au geste et dont vous parlez aussi associé, mais de l'associer aussi à l'odeur finalement. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure on a parlé de l'odeur de la guerre et à l'opposé cette odeur du soin, c'est l'odeur de quelque chose qui est délaissé, dont on ne prend plus soin. C'est aussi c'est l'odeur de l'humanité qui est délaissée aussi, donc forcément ça sent mauvais. Avant qu'on passe peut-être à la selle, j'avais quelques questions tac au tac. Je suis nulle. Non, non, mais voilà, vous répondez à celle que vous voulez, bien entendu, il n'y a pas d'obligation, mais voilà, je trouve que c'est une petite note ludique. L'odeur qui vous révulse. L'odeur qui vous révulse. Toutes les deux, hein, vous vous emparez de celle qui vous intéresse pas. Je me l'interdis. Tu t'interdis la révulsion. Ça vient pas, on verra. Pas de souci. Le tout premier souvenir olfactif. L'odeur du mur de mon grand-père qui était fait de la terre avec un peu de paille. Je grattais le mur, c'est ce qu'il fallait pas, mais ça sentait toujours très très bon. Moi, j'avais un drap rose. Et alors, ce drap, c'était mon monde. Et il était souvent lavé, parce que c'était mon doudou, en fait. Donc et en fait, à chaque fois qu'il allait au lavage, j'étais catastrophée. Mais en fait, quand je le récupérais, il sentait super bon. Et j'adorais l'odeur du propre. En plus, il séchait au soleil. Enfin, c'est un souvenir, quoi. Et j'adorais j'avais l'impression à chaque fois que ça recommençait, que c'était génial. L'odeur que tout le monde aime, mais pas vous. Est-ce qu'il y a l'odeur que tout le monde aime? Qu'une grosse majorité de gens aiment, disons, si on doit être plus précis, mais Moi, j'ai du mal avec la fleur d'oranger. Voilà. c'est un bon exemple. Ah. Quelque chose qui soit populaire, peut-être pas à tout le monde, hein, évidemment, c'est un raccourci, mais... En fait, je ne pense jamais et au goût, et à l'odeur, et à la cuisine. J'aime pas. Je ne pose jamais la question. Jamais. En fait, c'est ça aussi, je me l'interdis. En fait, vous vous demandez si c'est intéressant ou pas, ou ça vous emmène plus loin. Ça a un sens ou non. Mais, enfin, que j'aime pas, ça n'a aucune importance. Une odeur, là ça ouvre peut-être un petit peu plus le champ pour vous, Ryoko, une odeur que vous n'avez encore jamais sentie, mais que vous aimeriez sentir malgré chose. Quelque chose qui vous rend curieuse. L'odeur de prochain voyage qu'on ne m'a pas encore proposé, mais que je vais recevoir bientôt par mail. On voit qu'on continue dans les rituels, c'est un beau rituel d'invocation, on espère que ça fonctionnera, vous nous donnerez des nouvelles hein, si vous partez. L'odeur de la mélancolie, pour un petit dernier. Si ça vous vient, sinon... Hydromel. Alors moi, j'ai pas d'odeur de la mélancolie. En revanche, j'ai un souvenir d'odeur vraiment de joie, de grande joie. Et c'est une odeur que j'aimerais sentir de nouveau, mais je ne sais pas si l'occasion se présentera. Parce que il y a presque un an maintenant, je suis partie au Rwanda, dans les montagnes du Rwanda, faire un reportage sur les gorilles dans leur habitat naturel, dans une zone protégée où on n'a pas accès normalement. Et donc j'ai été chez les gorilles et je ne m'attendais pas à ce que leur odeur me fasse un tel effet. Et en fait, c'était la première fois que je sentais ça. C'est une odeur qui est presque humaine, mais pas tout à fait. Plus sucrée qu'une odeur humaine. Ça n'est pas l'odeur d'un gorille en captivité, évidemment. Et c'est très fort, presque... c'est acre, mais sucré à la fois. Et ça, alors cette odeur-là, elle m'est restée dans le nez, parce que c'est étonnant, en fait,
de sentir quelque chose qu'on n'a jamais senti. Et pendant des jours après mon retour, j'avais des espèces de comme ça, de souvenirs, et je gardais c'est l'une des façons dont j'ai vécu ces quelques heures là-haut, et vraiment, on était, voilà, comme ça, là, j'étais en tribu, et je me dis, est-ce que j'aurai un jour l'occasion de sentir à nouveau cette odeur-là? Est-ce que vous avez l'impression de juste en parler, comme Ryoko parlait du pouvoir des mots, juste en parler là devant nous ou dans d'autres occasions d'ailleurs, parce que devant un public c'est peut-être intimidant de pouvoir la reconvoquer? Non, c'est plus un truc qui m'arrive quand je suis là en public. Oui, non, c'est bien pour ça que je dis que c'est intimidant. Ouais, enfin, ça marche, mais c'est un peu... C'est bizarre parce que les souvenirs des odeurs, on est fétichiste comme avec les odeurs pour de vrai. Et donc, vous savez, le pull de l'être aimé, le t-shirt, là, je ne sais quoi. Et puis, le truc, on s'empêche de renifler trop parce qu'on a peur d'user l'odeur. On sait que c'est des corps volatiles. Ouais, c'est ça. Et alors, cette espèce comme ça, je vais respirer le foulard de maman et puis ensuite je vais le remettre bien dans le tiroir et je vais bien fermer le tiroir. J'ai ça, mais avec mon tiroir mental. Donc voilà. Mais oui, je peux la retrouver, ouais. D'ailleurs, je suis en train d'imaginer cette odeur qui... Ça vient, l'odeur que je n'ai pas encore sentie, mais j'aimerais bien sentir un jour. Eh bien voilà, dans votre boîte mail bientôt, la possibilité d'aller rencontrer les mêmes gorilles ou des voisins ou des cousins que ceux que Yakuta a eu l'occasion de rencontrer. Peut-être un dernier clin d'œil, je ne sais pas, vous parlez dans Comme un ciel en nous, d'un objet qui est resté au Louvre, on n'en dira pas beaucoup plus, mais Isaline était très curieuse de savoir malgré tout si vous accepteriez de nous dire si cette chose est odorante ou pas. C'est la première fois qu'on me pose la question. C'est une très bonne question. Malheureusement, je ne peux pas y répondre car ce serait donner trop d'indices. Voilà, il n'y a pas de souci. On reste sur une note très mystérieuse. On a commencé en disant que vous, toutes les deux, vous avez cette mystique ou ce mystère autour de vous. On l'a vu que c'est par moment et puis par moment... on est dans quelque chose de proximité. J'espère que la salle a senti la proximité. Et maintenant, on va vous donner la possibilité d'être encore plus près. Si vous avez des questions, des remarques, des envies de réagir à cette soirée, éventuellement, c'est le moment. Le micro peut circuler. Est-ce que vous vous souvenez des passages des livres que vous aimez où on parle d'odeur, justement? Est-ce qu'il y a des fleurs ou une odeur évoquée chez un écrivain que vous aimez, dont vous vous souvenez? Ah, il avait pas la question de passage olfactif des autres... Je la pose. Ouais. Ouais, oui. Non, mais puisque c'est la question. Ouais. Ouais. Oui. Juste pour vous répondre, moi je souligne pas mal de choses. Donc pas systématiquement ça. Mais alors quand on cherche, quand on essaye de se souvenir, il y a peu de choses. Et moi je me souviens de ça, c'est quelque chose dont on avait parlé ensemble. C'est, je crois d'ailleurs chez Huysmans, j'étais tombée sur l'Opoponax. Et alors, je n'avais aucune idée de ce que ça sentait, alors que c'était l'odeur, ça caractérisait une odeur. Et donc, j'étais allée dans les grands magasins et j'avais demandé à une parfumeuse, parce que je voulais savoir ce que c'était. C'était si mystérieux en plus comme mot. Il devait forcément avoir une odeur absolument unique. Et c'était le cas. Mais j'ai été tout à fait déroutée parce que pour des esseintes, ça sent divinement bon. Et moi, ça m'avait agressée complètement parce que j'étais pas éduquée à cet univers-là. Donc voilà, donc oui, je fais des petites enquêtes parfois même. Ah, je pense que ça tombe bien pour conclure parce que en fait, quand Isaline m'a demandé de choisir un passage, j'ai apporté ça. Donc, Sous le soleil, le Jagger d'Italo Calvino, et qui, en fait, chaque chapitre
et consacré à un sens. Donc il y a un chapitre donc, qui parle de l'odorat, bien sûr, et que, parlons de grands magasins, en fait, c'est un personnage donc, qui rencontre une femme lors d'une soirée masquée et qu'il veut la retrouver et qu'il va dans le grand magasin pour voilà, retrouver, pour reconnaître le parfum qu'elle portait. Donc, je lis un passage. Pour chaque peau de femme, il existe un parfum qui exalte son parfum. Une note de gamme qui est tout à la fois couleur, saveur, odeur, douceur, et ainsi le plaisir de passer d'une peau à l'autre peut ne pas avoir de fin. Quand les lustres des salons du faubourg Saint-Honoré éclairaient mon entrée lors de quelques fêtes de gala, le nuage piqué des parfums venant des décolletés bordés de perles m'emportait d'un fond meuleux de roses bulgares s'élevaient des élancements de camphre que l'ambre faisait coller aux robes de soie, et je m'inclinais pour baisser la main de la duchesse de Havre-Comartin en humant le jasmin qui flottait sur sa peau légèrement lymphatique, et j'offrais mon bras à la comtesse de Barbet-Rochefoucauld qui me capturait dans des effluves de santal où sa carnation ferme et brune semblait envelopper, et j'aidais la baronne de Mouton-Duvernet à dégager ses épaules d'albâtre d'un manteau de loutre, et une bouffée de fuchsia m'envahissait. Mes papilles savaient fort bien donner un visage à ces parfums qu'à présent Madame Odile faisait défiler. Madame Odile, donc c'est la vendeuse, faisait défiler pour moi en débouchant ses flacons couleur d'opale. Encore le soir d'avant, au bal masqué de l'ordre des chevaliers de Saint-Sépulcre, je m'étais abonnée au même exercice. Il n'était pas un nom de noble dame que je ne pus deviner sur les broderies de son loup, jusqu'à l'instant où elle est apparue. Donc c'est elle, un petit masque de satin sur le visage, un voile sur les épaules et le sein à l'andalouse, et enfin, je me demandais qui elle était. En vain, l'effleurant pendant la danse plus qu'il n'était permis, je confrontais mes souvenirs et ce parfum jamais imaginé jusqu'à-là, qui contenait le parfum de son corps comme une huître, sa perle. Voilà.